Lorsque le terme général d'une série ne reste pas dans R+, c'est plus compliqué d'étudier la nature de la série, parce qu'on ne peut pas utiliser tel quel les outils qu'on a vus précédemment, à savoir la comparaison avec les équivalents, les inégalités et les petits taux. Et donc, si on veut utiliser ces outils, notre seule chance est de se ramener à une série de termes généraux positifs. Et donc un outil majeur qui permet de faire face, dans les cas simples, au terme général qu'il ne reste pas dans R+, c'est la convergence absolue. On a une propriété super cool qui nous dit que si la série de termes généraux valeur absolue de UN converge, alors la série de termes généraux UN converge. Et on dit en fait que cette série-là converge absolument pour expliquer au correcteur que cette série-là converge parce que cette série-là converge. En fait, on lui donne le cheminement logique qui nous a amené là. Et en plus, en cas de convergence, il se trouve que alors la valeur absolue de la somme de la série est plus petite que la série des valeurs absolues de UN. Autrement dit que la valeur absolue de la série est plus petite que la série des valeurs absolues. Donc ce qui est sympa et très utile, on s'en sert beaucoup. Ici, je parle de valeur absolue, mais en fait, c'est vrai aussi pour le module. Si la série du module converge, alors la série converge, et en plus, le module de la somme est plus petit que la somme des modules. Et donc, dans d'autres sections que CS et BCPST, on fait des suites complexes, et donc on sert beaucoup de ça. Mais en gros, déjà, ça c'est une implication, hein. Il faut que ça converge. Et ça, si ça converge, ça implique que ceci converge. Hein, c'est un si alors, c'est une implication. Déjà d'une part, c'est pas une équivalence. Ensuite, c'est pour les cas simples, parce que il y a plein de cas où la série converge, mais quand on la regarde en module ou en valeur absolue, elle converge plus du tout. Donc ça ne marche que pour, allez, on va dire 70% des cas, c'est-à-dire les cas simples en fait. Alors un exemple, c'est que par exemple, si vous regardez la série des -1 puissance n sur n2, quand vous prenez la valeur absolue, on trouve du 1 sur n2, ça donne une série convergente. Donc bam, grâce à ça, on va arriver à montrer que cette série converge. Mais par exemple, si vous regardez cette série-là, il se trouve qu'elle converge. Mais on n'y arrive pas avec ça. Parce que si on fait la série en valeur absolue, on tombe sur la série des 1 sur n qui diverge. Et donc, vu que cette propriété n'est pas vraie, on ne peut pas en déduire ça. Pourtant, c'est vrai, elle converge cette série. Et donc là, c'est une faiblesse de l'outil. C'est-à-dire que cet outil permet de bien se débrouiller avec les cas simples. On majore en valeur absolue et bam, après on fait comme d'hab. Mais en fait, dans les cas compliqués, où il est important d'utiliser le signe pour obtenir la convergence, et ben ça marchera pas ça. Et donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On va étudier ce qui s'appelle une série alternée, c'est-à-dire le signe il change. Vous voyez, cette série-là, par exemple, ça va faire -1 sur 1, plus 1 sur 2, -1 sur 3, plus 1 sur 4, et donc et ainsi de suite. Et donc avec l'alternance des signes, hein, d'où le nom série alternée, on a des chances qu'il y ait suffisamment de destruction pour que la série converge. Alors ça en fait une série un peu plus compliquée à étudier, et donc on va avoir recours aux stratégies qui sont détaillées ici. Alors on ne fait pas la même chose selon les sections. Par exemple en MP, ils ont un beau théorème qui s'appelle le théorème spécial des séries alternées, qui dit en gros que si vous avez une suite AN donc, qui décroît, donc elle est réelle, hein, qui décroît en tendant vers 0, et bien du coup cette série-là converge. Et donc ça permet de régler le cas ici, puisque vous prenez la suite 1 sur n, elle décroît et elle tend vers 0, et bing, cette série-là converge automatiquement. Trop cool. Alors c'était un beau théorème, mais ils l'ont pas donné en ECS, et je crois qu'ils l'ont pas donné en BCPST non plus. Alors nous les profs de maths, on est quand même bien embêtés parce qu'on a quand même envie de démontrer que ce genre de choses-là converge. Alors comment est-ce qu'on fait? On contourne la difficulté avec les outils qui sont à notre programme. Donc en ECS, ça veut dire qu'on va faire à peu près tout le temps la même chose. On va d'abord poser la suite des sommes partielles de la série. Hein, donc ici on aurait AN égale 1 sur n. Voilà. Et donc on pose la suite des sommes partielles, ça correspond à la suite des sommes partielles de ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va regarder
les termes pairs et les termes impairs de la suite des sommes partielles, et on va montrer que ces deux suites sont adjacentes. Et alors en particulier, c'est une des grosses utilisations du concept de suite adjacente au programme ECS. On peut quasiment dire que les suites adjacentes sont presque uniquement là pour montrer, pour faire ce cas particulier là. Ok, et donc c'est pas trop compliqué parce que vous voyez, si vous les regardez de deux en deux, il y a un truc qui se passe, c'est que là, si vous les rassemblez de deux en deux, c'est négatif, donc ça va vous donner une somme de choses négatives qui va décroître. Par contre, si vous les regardez de deux en deux en les mettant impair et pair et ainsi de suite, et bien là, tout d'un coup, vous faites une somme de choses positives. Bah oui, puisque la suite décroît. Donc là, c'était négatif. Voilà. Et donc, quand on fait la somme en les rassemblant par deux, tout d'un coup, on a une suite croissante. Enfin, bref. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on pose ça et on n'aura pas trop de mal à montrer que S de 2n et S de 2n plus 1 sont adjacentes. Or, le principal intérêt des suites adjacentes, c'est qu'elles convergent vers la même limite. En fait, il y en a une qui monte vers la limite, l'autre qui descend vers la limite. Mais du coup, elles convergent toutes les deux vers la même limite. Et comme par hasard, on a une propriété en ECS qui nous dit que bah, si la suite des pairs converge vers la limite L et que la suite des impairs converge vers la limite L, eh bien la suite Sn converge vers la limite L. Donc ça veut dire qu'en ECS, on a la définition des suites adjacentes, la propriété des suites adjacentes et une propriété supplémentaire qui ont été quasiment insérées au programme pour pouvoir faire ce cas particulier là. Alors bah, c'est un peu marrant parce que je pense que ils ont voulu enlever le théorème spécial des séries alternées en se disant oh, les gens en ECS ils ont déjà beaucoup de choses, on va leur enlever des bidules, sinon ils ont trop de boulot. Et en enlevant le théorème super cool, bah, ils ont donné aux étudiants en ECS vachement plus de boulot en fait. Et c'est beaucoup plus difficile, bon ça fait plus de questions pour un étudiant en ECS d'arriver à la même conclusion qu'un étudiant en MP. Donc bon bah voilà, c'est pas très logique mais c'est comme ça, va falloir qu'on fasse avec. Alors, on va déjà étudier la nature de la première série et on va s'y prendre avec une convergence absolue. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est que de dire on a ça en valeur absolue. Alors, la valeur absolue d'un quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. C'est pas mal. Voilà, comme ça. Et puis ensuite, avec la valeur absolue, on a intérêt à simplifier tout le plus vite possible. Donc ça donne ça. Alors en fait, pour montrer la convergence de cette série-là, absolue, il faudrait montrer la convergence de cette série-là. Oh, comment va-t-on faire? Bah maintenant, mine de rien, on a une série qui est tout le temps de signe positif. Donc on peut utiliser les outils qu'on a vus précédemment, les équivalents, les inégalités. Bon, vu la tête de ce qu'il y a en haut, c'est pas la peine d'essayer de faire un équivalent. Par contre, une égalité, c'est super facile, puisque le sinus est toujours plus petit que 1. Donc on a cette inégalité-là pour tout n plus grand que 1. Ok. Alors, c'est pas la peine de dire que c'est plus grand que 0. Hein. Une valeur absolue, c'est toujours positif ou nul, c'est trivial. Donc pour une fois, on n'a pas à s'occuper du bout de gauche ici, c'est cool, c'est certainement à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste pour conclure? Bah, il nous reste à dire que... Ah mais tiens, je te reconnais toi. T'es une série de Riemann convergente. Donc on pourrait dire en tant que série de Riemann, ou est une série de Riemann convergente, c'est plus cool. Hein, puisqu'on a alpha égale 2 strictement plus grand que 1. Ok, donc on a une inégalité ici, et on sait que cette série-là converge. Donc, on peut en déduire par comparaison par inégalité hein, que cette série-là converge. Donc là, on a utilisé l'outil de comparaison des séries par inégalité. Et puisque la série converge en valeur absolue, eh ben, on peut conclure que que cette série-là
convergent absolument. Donc voilà. Voilà la rédaction type pour la convergence de cette chose-là. Donc on a utilisé 3 outils, mine de rien. On termine à la fin avec la convergence absolue, mais on est parti sur une valeur absolue parce qu'on savait qu'on allait faire ça. Et en cours de route, on a dû faire une inégalité et utiliser une série de références. Donc on a utilisé 3 choses, mine de rien, et on y est arrivé. Allez, je vous le fais en 4 lignes. On aurait pu mettre ça là, enfin bref, on va pas chipoter pour une ligne. 4 lignes, c'est quand même pas mal, hein. Une question un peu complexe en 4 lignes, c'est pas mal. Alors maintenant, on va étudier la nature de cette série-là. Alors, comment est-ce qu'on réfléchirait? Oh, on m'a donné une série, elle converge ou elle converge pas? Oh, elle change de signe. Oh bah, je vais déjà regarder si elle converge absolument. Ah ouais, mais si je prends la valeur absolue, ça vire le moins 1 puissance n. Oh ouais, mais il me reste ln de n sur n. Oh là là, c'est plus grand que 1 sur n, ça diverge. Ah bah, je peux pas faire la convergence absolue. Alors. Ouais, mais quand même, ça c'est alterné, ça a l'air de décroître. Peut-être que c'est une série convergente. Ouais, alors on va essayer de... Peut-être qu'on est dans le cas difficile des séries alternées. On va essayer de mettre en place la stratégie habituelle dans ce cas-là. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah d'abord il faut poser la suite des sommes partielles. Ok, alors c'est ça. Ok, la suite des sommes partielles. J'ai mis n là et k ici. Ok. Ouais, à noter qu'il faut changer la lettre parce que là on va de 1 à l'infini. Là on s'arrête, donc il faut mettre une lettre. Donc on pourrait mettre un grand N et des petits N là. Bon, c'est vrai. Bon, j'ai choisi de changer en N et K. Ok. Bon, une fois qu'on a écrit la suite des sommes partielles, on va montrer que S de 2N et S de 2N plus 1 sont adjacentes. Alors, comment on fait ça? Alors, on peut peut-être commencer par le truc le plus facile. On n'a qu'à faire S de 2N plus 1 moins S de 2N. Alors, c'est un peu super méga facile parce que S de 2N plus 1, c'est la somme de tous ces termes-là de 1 à 2N plus 1. Et on soustrait S de 2N qui est la somme de tous ces termes-là de 1 à 2N. Bah du coup, qu'est-ce qui va rester? Il va rester le tout dernier terme, celui pour 2N plus 1. Ok. Et quand on fait ce genre de calcul, c'est important de simplifier les moins 1 puissance truc muche. Comment on fait ça? Bah, on regarde la parité du nombre qu'il y a au-dessus. Si c'est un nombre impair, ça fait moins 1. Si c'est un nombre pair, ça fait 1. Mais il faut le virer parce que c'est trop compliqué. Et là, on trouve ln de 2n plus 1 avec un moins, puisque le nombre est impair sur 2n plus 1. Et alors, c'est pas très compliqué de voir que le théorème de croissance comparée nous dit que ça converge vers 0, puisque on a le ln de quelque chose divisé par le quelque chose, et on sait que les logarithmes pairs contre les monombres en plus l'infini, enfin bref, ça tend vers 0, ce truc-là. Ok, donc ça c'est le premier point des suites adjacentes. Alors le deuxième point, il faudrait qu'on regarde, on n'a qu'à regarder si S de 2n est croissante ou pas. Et donc pour faire ça, on va faire S de 2 fois n plus 1 moins S de 2 fois n. Hein, la suite au rang n plus 1 moins la suite au rang n, en faisant vachement gaffe que n doit être remplacé par n plus 1, et donc il est multiplié par le 2 le n, et donc le n plus 1 aussi. Ça c'est une source majeure de grosses boulettes pour les étudiants. Et donc une fois qu'on remplace, ça fait un 2n plus 2. Moins la même somme. Voilà. Qui va bien simplifier parce que encore une fois, on fait tous les termes jusqu'à 2n plus 2, moins tous les termes jusqu'à 2n, bah il va rester que les termes 2n plus 1 et 2n plus 2. Autrement dit, il va rester... Alors là, on prend la formule et on recopie pour k égale 2n plus 1, donc ça fait moins 1 puissance 2n plus 1
ln de 2n plus 1 sur 2n plus 1. Ah tiens, on est déjà tombé sur celui-là, c'est lui. Et puis on va avoir plus moins 1 puissance 2n plus 2, logarithme de 2n plus 2 sur 2n plus 2. Et alors là, truc vachement important, on simplifie les moins. Donc on a un moins logarithme de 2n plus 1 sur 2n plus 1, plus logarithme de 2n plus 2 sur 2n plus 2. Ok, on est censé trouver le signe de ça. Et là, ouh, on est mal barré. On est mal barré parce que ça serait une fraction. On mettrait tout sous le même dénominateur, ça simplifierait, puis on trouverait le signe, super facile. Mais il y a du ln, alors c'est compliqué. Comment est-ce qu'on va trouver le signe de ça? Eh ben, on va utiliser le fait que, mine de rien, cette suite-là, ça ressemble quand même à une fonction. Et donc, j'ai envie de poser f de x égale logarithme de x sur x et de faire un tableau de variation de ça. Parce que le tableau de variation va me dire si f augmente ou descend, et du coup, ça va certainement me donner le signe de ça. Bon, les n qu'on balance là-dedans, ils sont plus grands que 1, donc on aura besoin de faire le tableau de variation quand x est plus grand que 1. Bon, f, elle est de classe C1, elle est dérivable quand x est plus grand que 1. Donc je vais avoir besoin de la dériver. Alors ça fait quoi? Ça fait 1 sur x fois x moins 1 ln de x sur x2. Autrement dit, la dérivée, elle fait 1 moins logarithme de x sur x2. Alors ça a quel signe ça? Ben, en fait, à partir de e, le ln de là va être plus grand que 1. Donc ça va être négatif ce truc-là si x est plus grand que e, donc en particulier si x est plus grand que 3, quoi. On va pas se prendre la tête avec les termes pour n égale 1 et n égale 2, parce que, je veux dire, on a besoin qu'elles soient adjacentes, qu'elles soient croissantes et décroissantes à partir d'un certain rang, quoi. Enfin bref. Donc du coup, dans notre tableau de variation, f, elle est décroissante à partir de 3. Et donc si elle est décroissante, comme ça c'est f de 2n plus 2 moins f de 2n plus 1. Et bien si elle est décroissante, en valeur absolue, ça c'est plus petit que ça, autrement dit c'est négatif. Donc je suis un peu désolé de vous avoir infligé cette étude-là, j'ai pas pris l'exemple le plus simple qui soit, mais c'est des choses qui arrivent. Ok, donc on a attrapé le deuxième point pour nos suites adjacentes. Alors je vais recopier que f est décroissante sur 3 plus l'infini, et effacer le bout là parce que j'ai besoin de place. Et donc maintenant il faut qu'on fasse s de 2 fois n plus 1 moins s de 2n plus 1. Bah ouais, parce qu'on est censé étudier la monotonie de celle-là. Et donc pour étudier la monotonie, on fait toujours le un plus 1 moins un en priorité en général. Puis surtout que là, ça s'y prête bien, on a des sommes. C'est ça qu'il faut faire. Donc en gros, ça fait un s de 2n plus 3 moins s de 2n plus 1. Alors j'ai pas envie de vous refaire tout le bins là parce que c'est un peu long. Je vais accélérer un petit peu. Qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester le terme pour 2n plus 2 et 2n plus 3. Donc on va avoir un moins 1 puissance 2n plus 2. Logarithme de 2n plus 2 sur 2n plus 2, plus moins 1 puissance 2n plus 1, logarithme de 2n, on l'aura vu beaucoup aujourd'hui celui-là, 2n plus 1. Et attention, ça part par là. On va simplifier un petit coup, donc là ça fait un plus, ça fait un ln de 2n plus, alors qu'est-ce que j'ai mis moi? C'était un 2 en dessous, 2n plus 2 sur non, c'était un 3. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est un 3 là. Ah non, c'est le terme pour 2. C'est un 2. C'est là où c'est un 3. Voilà. Ouais, j'essaye d'aller vite, mais il faudrait pas se vautrer quand même. Hein. Ok, moins ça. Et puis là, mine de rien, on reconnaît un f de 2n plus 2 moins
f de 2n plus 3 avec la même fonction qu'on a posée, et qui est décroissante. Donc ça veut dire qu'en valeur absolue, f de 2n plus 3 est plus petit que f de 2n plus 2, et donc du coup, ça c'est positif. Et donc au final, on a bien réussi à montrer que nos suites sont adjacentes, puisque la différence des deux tend vers 0. Et on a montré que la suite des 2n, celle-là, elle est décroissante. Et que la suite des s de 2n plus 1, celle-là, elle est croissante. Donc, on a bien qu'elles sont adjacentes. Eh ben, c'est pas fini, hein, parce que maintenant, il faut embrayer avec le reste de la stratégie. Alors, je vais effacer quelque part. Alors, on a montré précédemment que les deux suites-là étaient adjacentes, donc elles convergent vers la même limite. Elles convergent vers la même limite L. Autrement dit, on a donc limite de S de 2n qui est égale à L quand n tend vers l'infini. Et on a limite de S de 2n plus 1 qui tend vers L quand n tend vers l'infini. Et ben, on a une propriété dans notre cours qui nous dit on a la limite de S de n. Alors là, c'était la suite extraite des termes pairs, la suite extraite des termes impairs. Et ben là, maintenant, on a la suite tout court qui converge vers la limite qui est commune. Je suis pas sûr qu'elle porte de nom, cette propriété-là qu'il y a dans le cours. Je peux pas dire d'après la propriété de truc-muche, machin chose, on a ça. Mais en fait, je l'ai paraphrasé, j'ai dit on a ça, donc on a ça. Autrement dit, j'ai paraphrasé la propriété du cours, donc j'ai pas besoin de la citer par son nom, je l'ai citée par son énoncé. Et puisque la suite des sommes partielles converge vers elle, on peut dire que la série là converge. Alors, je vais revenir en n peut-être. Donc c'était la suite. Voilà. Tout ça pour montrer une convergence de série. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une semi-convergence, puisque la série du terme général converge, mais la série des valeurs absolues ne converge pas. On dit semi-convergente, ça permet de dire en fait que, ok, elle converge la série, mais si jamais je rajoute des valeurs absolues, elle ne converge pas. C'est un petit peu comme série absolue, ça donne un converge absolu, ça donne un renseignement supplémentaire au correcteur. Mais c'est pas parce qu'on dit semi qu'elle est à moitié convergente. Elle converge vraiment, cette série. C'est juste que l'autre, la série des valeurs absolues, ne converge pas. Ils ont choisi les termes comme ça. Sinon, vous pouvez constater que, en ECS, on rame pour montrer que cette série converge. Non pas que les étudiants sont moins forts, non, c'est juste que le programme est mal foutu et que pour les aider, on les a entubés. Voilà. Alors à noter qu'on peut arriver à nos fins, c'est-à-dire montrer la convergence de cette série-là par une méthode alternative. En ECS, la méthode standard consistera à faire un peu la stratégie des séries alternées, mais on peut faire de manière légèrement différente. Par exemple, on peut rassembler les termes par deux. C'est un procédé assez courant, hein. Et ça exploite le fait que ln de n sur n, on a vu un peu plus tôt que c'était une fonction décroissante, ce qui veut dire que ça, par exemple, ça va être négatif. Il se trouve ici que c'est positif, mais à partir de là, ça va être négatif. Ça veut donc dire que la suite va être décroissante. Mais en fait, on va voir ce que ça donne. Il y aura peut-être moyen la suite des sommes partielles sera décroissante. On va poser des choses. On va poser un égale moins 1 puissance n, logarithme de n sur n. Et en gros, ce qu'on est en train de faire ici,
Hein, donc si je pose Sn égale la somme de k égale 1 à n des moins 1 puissance k logarithme de k sur 4, la suite des sommes partielles, et bah comme on rassemble les choses 2 par 2, et bien ça revient en fait à calculer un S de 2n en fait. Et un S de 2n, bah ça veut dire qu'on fait la somme de k égale 1 à 2n des moins 1 puissance k ln de k sur k. C'est compliqué ça. On a envie de dire qu'on les rassemble 2 par 2. Bah, les rassembler 2 par 2, ça peut être fait de la façon suivante. On somme pour k qui vaut 1 à n, ou ouais. Et puis on va faire, en fait, on va faire u de... Alors, c'est là où il ne faut pas que je me vautre. On va faire u de 2k plus u de 2k moins 1. Comme ça, on les a bien rassemblés 2 par 2, le terme pair avec le terme impair. Et donc pour k égale 1, on a u2 et u1. Pour k égale n, on termine par u de 2n, u de 2n moins 1. Donc on est bien en train de sommer cette truc-là en les ayant rassemblés 2 par 2. Donc en fait, cette somme-là, elle fait ce qu'on a fait ici, concrètement, en les rassemblant 2 par 2. À quoi ça sert de faire ça? Bah ça sert que les nombres-là sont tellement proches, sans le moins, qu'il va y avoir des destructions en fait quand on va mettre les signes ici. Et donc si on écrit cette somme, on va donc obtenir u de 2k, ça va donner logarithme de 2k sur 2k. Et u de 2k moins 1, ça va donner moins logarithme de 2k moins 1 sur 2k moins 1. Et alors, à cause du moins, on peut espérer, comme les termes à gauche et à droite se ressemblent, qu'il y ait des destructions. Alors, on va devoir passer par les développements limités. En fait, malgré les apparences, ça c'est moche, mais je pense qu'on va arriver à s'en sortir par la stratégie habituelle, puisque donc on avait dit que ça c'était négatif, hein. Donc c'est de signe constant. Et si c'est de signe constant, on peut utiliser des équivalents et des inégalités et ainsi de suite. Donc, mais comment on s'y prend? Bah, c'est un peu technique. On va utiliser de manière majeure que les deux choses à gauche et à droite se ressemblent. Et puisqu'on est parti pour faire un développement limité, des équivalents et ainsi de suite, un bon plan, c'est de factoriser le terme dominant dans les sommes. Et donc là, il y a une somme. On a intérêt à factoriser le 2k ici et là en gros. Donc bon, en fait, on a envie d'écrire ça. On a envie d'écrire que c'est logarithme de 2k sur 2k. Et puis là, on a envie d'écrire que c'est... peut-être que c'est le logarithme de 2k fois 1 moins 1 sur 2k. Alors, j'ai moyen envie de factoriser le terme dominant en bas. Je pourrais, hein, mais j'ai pas envie. Je vais pas le faire. Je sais que je vais m'en sortir sinon. Donc ici, en fait, bien sûr, on va pouvoir séparer en deux logarithmes. On va avoir le logarithme de 2k plus le logarithme de 1 moins 1 sur 2k. Et alors, du coup, je vais avoir envie de rassembler les ln de 2k. Et il va me rester un 1 sur 2k moins un 1 sur 2k moins 1. Et là, bingo, je peux faire une mise sous le même dénominateur qui va me donner un moins 1 sur 2k moins 1. Et quel terme va me rester? Il va me rester lui fois le moins fois le 2k moins 1. Il va me rester un moins logarithme de 1 moins 1 sur 2k sur 2k moins 1. Ok. Bon. Ouais, ce qu'on peut faire, c'est que on va montrer que ça, c'est le terme général d'une série convergente. Comment? On pourrait faire une inégalité et puis un équivalent. Et puis ça aussi c'est le terme général d'une série convergente. Donc pour l'instant, vous me l'accordez. Du coup, on aura du convergent plus convergent. Ça, on en déduira que celle-là, c'est un terme général convergent, et donc que notre S de 2n converge. Alors maintenant, il faut que je vous convainque. Eh bien, pour ce pâté-là, on peut faire un équivalent. L'équivalent de ce bins-là, tiens, j'ai qu'à prendre le moins avec.
ça va être 1 sur 2k pour le logarithme de 1 moins 1 sur 2k. Et puis en bas, on a encore un 1 sur 2k. Et donc on a du Riemann pour alpha égale 2. Donc ouais, elles convergent. Et puis bah pour celle-là, on pourrait la majorer brutalement en disant que allez, le logarithme, il est négligeable. Il est négligeable devant la racine de n. Et puis en bas, on a du 4, racine de k si vous voulez. On a du 4k au carré. Et donc encore une fois, on a une série de Riemann avec alpha égale 3,5 cette fois. Autrement dit, on arrive à montrer que S de 2n est une série convergente, comme ceci. Bon, j'ai été un peu vite et je passe les détails, mais c'est une correction alternative, hein, je l'ai déjà fait une fois. Ok, et puis c'est surtout pas le point sur lequel j'ai envie d'arriver. C'est après, il va y avoir un truc subtil. Alors, c'est bien beau tout ça. J'ai réussi à montrer que S de 2n tend vers une limite L. Ok, mais moi, celle qui m'intéresse, c'est S de n. Eh bien, je pense qu'on peut faire un raisonnement comme ça. On peut dire qu'il y a deux cas. S de n, c'est égal à S de 2k. Si n est égal à 2k. Autrement dit, si n est pair, c'est un S de 2k. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe si c'est un S de 2k plus 1 si n est égal à 2k plus 1? Oui, ce qu'on a envie de dire, c'est que S de 2k plus 1, c'est S de 2k plus le terme pour 2k plus 1, autrement dit, plus un moins 1 puissance 2k plus 1, logarithme de 2k plus 1 sur 2k plus 1. Et puis en gros, ce nombre-là, ça va être un moins 1 puisqu'on a une puissance impaire. Donc en gros, c'est ça. Alors c'est un peu le bordel parce que la suite qui nous intéresse, une fois c'est ça, et c'est pas la même chose. Alors moi j'aimerais bien avoir qu'un seul cas. Et ben on va essayer de faire un principe des gendarmes. Et donc S de n, et ben on voit qu'il est toujours plus petit que S de 2k. Mais il est toujours plus grand que S de 2k moins le logarithme de 2k plus 1 sur 2k plus 1. Ah, ça y est, on a notre principe des gendarmes. Ouais, presque. Bah ouais, la suite qui nous intéresse, elle est au milieu. À gauche et à droite, on a bien des trucs sympas. Sauf que là, on a du n et là, on a du k. Ouah, c'est le bazar. Et bah, ce qu'il faut faire, c'est il faut utiliser que k, c'est la partie entière de n sur 2. Et que k, c'est aussi la partie entière de n sur 2 dans ce cas-là. K, c'est toujours égal à la partie entière de n sur 2. Et donc, il y a moyen de faire une propriété des gendarmes avec quelque chose qui ne dépend pas de k, mais qui ne dépend que de n. Alors, remarquez que 2k, du coup, ça fait 2 fois la partie entière de n sur 2. Ah, c'est un peu compliqué, hein. C'est pour ça que je vous le montre. Et donc là, c'est plus grand que S de 2 parties entières de n sur 2. Et puis ce pâté-là, c'est... c'est un truc un peu compliqué. Oh, ça fait un peu chier. Ça fait 2 parties entières de n sur 2 plus 1 sur 2 parties entières de n sur 2 plus 1. Bon, on s'en fout un peu. Ok, si vous voulez, l'intérêt, c'est que maintenant, on a une inégalité qui est vraie pour tout n, on va dire plus grand que 3 parce qu'il fallait que ma suite soit décroissante et ainsi de suite. On a une inégalité qui ne dépend que de n et pas de n et de k. Et on sent trop qu'on va pouvoir faire le principe des gendarmes. Par exemple, à l'intérieur, ça tend vers l'infini. Le bidule là. Sauf qu'on a montré que S de 2n tendait vers L. Donc ça veut dire que ce pâté-là tend vers L. Mais du coup, lui aussi, il tend vers L. Et cette fonction-là, c'est le théorème de croissance comparée qui nous dit que ça tend vers 0. Donc ouais, le principe des gendarmes nous dit à droite ça tend vers L, à gauche ça tend vers L, et donc du coup, au milieu, ça tend vers L aussi. Par contre, c'est un peu vachement technique, quoi. C'était peut-être long de faire avec les suites adjacentes, mais au moins ça avait le mérite d'être simple.
ça avait le mérite de pas utiliser des développements limités de folie et des trucs un peu super méga techniques et ainsi de suite. Donc bah on peut faire comme ça, c'est intéressant de voir ça, mais je conseillerais pas ça à tout le monde.